Sa future entreprise, la joue-t-on à pile ou face ? À salaire et conditions de travail égaux, qu'est-ce qui fait vraiment la différence ? Chronique de Talent Bleu ouvre une nouvelle fenêtre sur l'identité du groupe Bluesoft. À travers les témoignages et les tranches de vie professionnelles, voici un aperçu de l'ambiance et de l'atmosphère d'une entreprise que vous rejoindrez peut-être un jour. Je suis Oulémata et je vous accompagne au fil des épisodes dans votre découverte des 1000 visages de Bluesoft. Grégory est développeur full stack pour la Digital Factory au sein de l'agence de Rouen. Il se décrit comme étant un véritable couteau suisse. Anciennement chez Coaxis, son entreprise a été intégrée au groupe Bluesoft il y a maintenant 2 ans. Dans une entreprise locale orientée start-up, les rôles et les missions varient au quotidien. En intégrant Bluesoft, Grégory se frotte à des projets de plus grande envergure. Une organisation plus structurée et des équipes plus étoffées. Les rachats d'entreprises sont généralement des périodes stressantes pour les équipes. Après tout, on sait qui l'on quitte, on ne sait pas qui l'on prend. Alors j'ai pu garder mon côté touche à tout, j'aimais bien, parce que c'était un peu couteau suisse, on m'a tout faire, et donc j'ai pu transposer ça dans Bluesoft sur des projets de plus grosse importance. Je dirais que la plus grosse différence, c'est que on a du boulot en permanence. Il y a pas de souci, hein. C'est vraiment en permanence, il y a de quoi faire. Le fait que Bluesoft soit plus gros permet aussi de travailler sur beaucoup de techno. Il y a beaucoup de clients, beaucoup de techno possibles. Et donc voilà, c'est une grosse différence par rapport à ça. Un vieux de la vieille, Grégory ? Il sourit en nous montrant ses quelques cheveux blancs, seul témoin visible d'une longue expérience professionnelle acquise sur les bancs de la programmation et du monde des jeux vidéo. En fait, j'ai commencé il y a très longtemps avec DUT informatique et gestion, il y a très très longtemps. Et c'était un peu trop lent pour moi en fait à l'époque. Et donc j'ai commencé à travailler dans l'informatique en fin de première année de DUT informatique et gestion. Donc la programmation, pareil, à l'époque c'était très très dynamique, c'était avant les années 2000. Donc il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens qui connaissaient pas très beaucoup la technologie, etc. dans les entreprises, donc ça montait en puissance. Donc c'était vraiment une époque très sympa. Donc j'ai bossé pendant indépendant avec des boîtes pendant quelques années dans le développement. Et ensuite j'ai complètement bifurqué, où je suis allé travailler dans le jeu vidéo pendant près de 15 ans, donc c'était ma première carrière. Tout ce qui était plutôt le support client, technique, vraiment informatique en fait, auprès des gens. Et je travaillais pour, je sais pas si on peut le citer, mais des bonnes boîtes du jeu vidéo. Quand il nous parle de son parcours, Grégory le qualifie d'assez atypique. S'il existe toujours plus particulier et plus original, la singularité chez Grégory se révèle à l'aune de son désir de revenir à ses premiers amours, le développement, 15 ans plus tard. Je suis dans l'informatique, hein, de toute façon, jeux vidéo, technologie, etc. J'ai jamais vraiment quitté. Hein. Côté programmation, j'en ai toujours fait aussi, donc je suivais un peu le mouvement, mais plus orienté jeux vidéo, encore une fois. Et en fait, pour revenir dans le milieu professionnel, plus applicatif, vraiment business hors jeux vidéo, qui est assez particulier comme milieu. En fait, j'ai suivi une formation en 1 an vraiment pour se remettre dans le bain à l'AFPA. En fait, ils sont des formations certifiantes assez bonnes en fait. Et en fait, c'était pas tant un problème de connaissances, compétences. En fait, un bon cerveau, la compétence, il peut l'acquérir. C'était plus pour se remettre dans des rythmes de travail, de connaissances et de recherche, de veille technologique, etc., avec des gens qui sont dans le bain, en fait. Et donc, tout le monde avançait dans la même direction, et sur 1 an, voilà, c'est pas pour apprendre des technologies, mais pour se remettre dans le bain de travail dans le milieu professionnel. Très bien passé. Et la suite, ça s'est très bien passé aussi. En écoutant Grégory, on comprend rapidement qu'il apprécie le changement. Apprendre un langage, apprendre une techno, etc. Bon, honnêtement, tout le monde, sauf vraiment les technos très très compliqués, etc. Mais tout le monde peut le faire. Avec un bon cerveau, tout le monde peut le faire. Accepter le changement sur certaines technologies, certaines évolutions, sans défendre son bout de gras ou défendre sa techno, les Windows contre les Linux, les machins, enfin c'est tout ça. C'est assez important en fait. Donc garder l'esprit ouvert, ne pas accepter tout ce qui bouge non plus, parce que parfois il y a des nouveautés qui font le buzz, mais bon, disparaissent 1 ou 2 ans plus tard, et voilà. Mais garder une oreille qui traîne, un œil ouvert quelque part, savoir s'adapter, c'est crucial dans tous les domaines. La variété de technologies et de projets exploités au sein de Bluesoft satisfait chaque jour cet appétit de renouveau. On n'est pas à la recherche de clients
tout le temps, et donc on est à la recherche de bons clients aussi, et donc c'est assez sympa côté techno potentiellement, parce que c'est vrai qu'on peut vraiment toucher à tout, et surtout pas forcément pas des petits projets en fait où on a l'impression qu'on est à 1 ou 2 devs à faire son petit projet pour une petite boîte, etc. C'est des projets où c'est très structuré, il y a beaucoup de devs, il y a des tech leads, il y a des référents, il y a les PO, les proxy owners, enfin, bon, c'est tout le mode agile, etc. Et du coup, on n'est pas tout seul déjà. Et puis on sent qu'il y a une machine et même ça permet à tout le monde de monter en compétence sur des sujets qui sont assez compliqués à comprendre quand on est tout seul, parce qu'il y a beaucoup de technologies qui s'emboîtent les unes dans les autres, que ça soit aujourd'hui l'hébergement, tout le cloud, qui demande un développement spécifique, les architectures déjà préexistantes chez les clients. Donc il y a vraiment beaucoup de choses et c'est passionnant. Développeur full stack. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet et autant de commentaires. Certains sourient, sans y croire vraiment, d'autres soutiennent que la polyvalence d'un développeur full stack est indispensable en entreprise. D'autres encore refusent tout bonnement le terme et ce qu'il implique, arguant qu'il faut savoir se fixer au moins un temps sur une technologie pour en tirer toute la quintessence. En soi, est-ce le refus de la spécialisation qui fait le développeur full stack ? Et surtout, en pratique, comment se situe-t-on au sein d'une équipe ? Alors j'ai plusieurs rôles et la définition développeur full stack, je pense qu'on peut en donner plusieurs. Où en fait on va avoir du développeur full stack parce qu'en fait la personne peut faire un peu tout et donc se retrouve full stack un peu par défaut. Mais c'est pas forcément quelque chose qui l'intéresse de pouvoir changer de technologie très rapidement, de pouvoir passer d'un sujet à l'autre en permanence, etc. Il y a des gens qui naturellement préfèrent être plutôt monoprojet, des choses bien cadencées, mais pas partir un peu partout dans une même journée, etc. Mais il reste développeur full stack, c'est parce qu'au final c'est une compétence où on fait du back, on fait du front, et voilà. Mais ça peut être des mêmes technologies pendant très longtemps, et donc là ça permet aussi de développer une sorte d'expertise, même en développeur full stack, ça peut exister, il y en a. J'ai aussi deux fonctionnements. J'ai un fonctionnement où il est, je dirais, cadencé dans une méthodologie agile. On est dans, alors je vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est l'agilité, mais en gros on fonctionne en sprint. On est des équipes de dev. On s'organise des tâches qu'on doit dépiler au fur et à mesure, et donc on fait le développement qui va avec. Et là en fait c'est plutôt facile parce qu'en fait nos journées, donc le matin on arrive et on sait déjà à peu près ce qu'on va faire, etc. Donc il y a tout un process, des rituels, etc. Mais c'est assez simple. Donc pour un développeur full stack là-dedans, quand on est dev dans une équipe comme ça, mais pas par exemple tech lead, qui est une autre position, on va dire, on peut prendre, en fait l'avantage c'est qu'on peut vraiment prendre des tâches, faire des actions, des implémentations, etc. sur beaucoup de sujets différents. Ce qui fait qu'en fait, si un de nos collègues est plus focalisé sur du back-end ou de l'API parce qu'il préfère ça ou des choses comme ça, nous en fait on peut prendre autre chose pour combler, pour rattraper, pour aider, etc. Et donc ça donne une versatilité qui, on va pas se mentir, je pense, empêche une expertise comme peuvent l'avoir des gens qui ne font que ça, monotechnologie, et qui ne font que ça, qui eux peuvent développer des expertises qui parfois, ça devient des gens qui font ça pendant 15 ans, 20 ans, ça devient vraiment des gros référents experts sur des sujets très spécifiques. Moi, c'est pas mon truc du tout. C'est vraiment pas mon truc. Donc j'essaie de toucher à beaucoup de choses et de maintenir une compétence encore une fois transverse. Et donc pas forcément une sorte de dictionnaire ou une encyclopédie précise, mais une faculté de trouver des réponses très rapidement, quelle que soit la question, quelle que soit la technologie en fait. Un peu pompier le développeur full stack ? Le métier semble être en constante transformation. Et c'est peut-être la fonction qui s'adapte le mieux aux évolutions rapides des technologies. Au point d'en devenir, peut-être, la raison d'être de Grégory. C'est qu'en fait, j'ai des interventions quand il y a un problème, on demande de résoudre le problème. En gros. Que ce soit des technos de dev, des technos, on va dire, d'infrastructure, je dis infra, mais Ops, on appelle ça, ou DevOps, alors c'est les thèmes techniques, mais bon, les devs comprendront. Et donc c'est l'extension du développeur full stack qui se développe en dehors du développement pur, parce qu'on a une compétence qui sort du pur développement
et qui aussi pour moi c'est des connaissances qui deviennent cruciales dans le métier d'aujourd'hui. Les problématiques de cloud et d'infrastructure poussent les développeurs à élargir leur horizon. Donc, cerise sur le gâteau, elles contribuent en partie à la qualité du code et à l'émancipation des équipes projets. De quoi peut-être rendre ce métier encore plus attractif qu'il ne l'est déjà. Le cloud tend à vraiment spécialiser des applications, en général en microservices ou des choses comme ça, qui font des choses très très spécifiques au moindre coût et de façon assez performante pour justement limiter au plus possible les coûts en fait. C'est le but. Parce que pendant assez longtemps en fait, on palliait dans l'informatique, les problèmes de performance, non pas en demandant aux développeurs d'améliorer les performances, parce qu'un développeur ça coûte cher, mais en achetant de la RAM et du disque dur, etc., parce que ça coûte moins cher. Le problème, c'est que dans le cloud, ça devient, alors c'est pas l'inverse, mais ça commence à coûter très cher. Quand on se plante dans l'implément du cloud et qu'on laisse tourner des machines même des machines de recettes, etc., et qu'on oublie ou que ça tourne et que ça consomme, ça peut coûter très, très, très cher. Il y a des histoires d'horreur sur des startups qui n'ont pas bien géré ce genre de budget. Et donc ça, alors à Bluesoft, il y a vraiment un accompagnement là-dessus. On a un Polarchi qui fait ça, vision d'ensemble, et puis on en a d'autres qui gèrent ça. Au niveau du dev, c'est important de le savoir en fait. C'est-à-dire de savoir, alors pas de le maîtriser encore une fois, mais de savoir pour un projet donné, pour un client donné, quel va être le style de déploiement, comment ça va fonctionner, est-ce que ça va être du microservice ou des grosses applis un peu à l'ancienne, et pourquoi, et avoir une opinion. Aujourd'hui, on tend à avoir une sorte de structure plus horizontale dans les équipes de dev et dans les équipes projet, et donc c'est bien qu'un dev ne soit pas juste un exécutant, je pense, et donc et aussi un répondant, même plus jeune, même un junior, etc. Et un junior, enfin, accepter de pas savoir, et c'est pas parce qu'on est expert qu'on sait tout, et il y a des juniors, ils sont intéressés, ils font ça depuis qu'ils ont 15 ans sur certains sujets, ils ont peut-être des expériences différentes, et donc il faut assumer ce rôle qu'offre aujourd'hui cette horizontalité pour que tous les devs ont leur mot à dire et doivent dire quelque chose dans des projets, dans des réunions, dans les rituels matinaux, avec des alternants, des stagiaires, des machins, partager des connaissances, apprendre, et c'est assez important. Et le dev full stack, il fait ça en permanence parce que sinon en fait il perd ces connaissances transverses dont je parlais tout à l'heure. Cela dit, le cloud renforce aussi l'interdépendance des intervenants au projet. Pas de code de qualité sans un socle technique valable, autour duquel, bien sûr, les équipes de développement se réunissent et s'accordent sur des critères de qualité et des outils, notamment nécessaires à la stabilité et à la performance, mais insuffisants dans la vie d'un projet. C'est là où les devs, en fait, au fur et à mesure de l'implémentation des tâches, etc., peuvent justement amener leurs connaissances et s'apercevoir que une première analyse peut être potentiellement erronée ou a besoin de correctifs, etc. Et donc il y a toujours le tech lead ou l'architecte qui peut revenir aussi là-dessus. Et donc c'est des échanges permanents aujourd'hui, potentiellement, parce que parfois ça se passe très bien, il n'y a pas besoin d'échanger, et puis voilà, ça passe crème. Mais sinon, c'est plus pendant le projet que les devs, full stack ou pas d'ailleurs, amènent leur petite graine pour discuter de sujets divers et variés pendant le projet. Et donc c'est là aussi quand on fonctionne dans l'agilité, c'est qu'en fait on dépasse rarement des sprints de 2-3 semaines, et du coup on s'engage jamais pendant 6-8 mois, 1 an sur des choses qui vont pas fonctionner, mais on s'en rend compte qu'1 an et demi plus tard, quoi. Donc c'est très dynamique, on va dire, très réactif aussi. Nous y sommes. L'agilité, la fameuse agilité. On le reconnaît volontiers, le mot est employé à toutes les sauces, et tout le monde ne peut pas s'enorgueillir de travailler selon ses préceptes au quotidien. Pourtant, quand elle rentre dans les habitudes, l'agilité, c'est l'huile dans les rouages. Et très clairement, une des raisons pour lesquelles Grégory était rentré chez Coaxis et continue chez Bluesoft. Il y a l'agilité et l'agilité, en fait. Il y a l'agilité, le rituel, le bouquin, le code, etc. Ça, je n'ai pas souvent fait. Mais il y a l'agilité réelle, en fait. L'agilité réelle, c'est tout simplement accepter assez rapidement et s'en soucier assez rapidement de la volonté de l'utilisateur final de ce qu'on fait, en fait. Et au final, donc il y a l'utilisateur final, c'est pas forcément le client, ça peut être le client, mais c'est pas forcément le client, ça peut être les gens au sein de l'entreprise cliente et comment ces personnes-là vont utiliser le produit, parce que même quelqu'un, alors en général il y a le métier chez le client qui gère tout ça, mais
accepter qu'on ait fait des erreurs, qu'il y ait des choses qui ont besoin de changer, qu'il y ait des retours, qu'il faut gérer les retours, etc. Et dans des laps de temps assez courts, 2-3 semaines, c'est ça fondamentalement le concept d'agilité. Et après, il y a le code, il y a tout ce qui va avec, il y a les écoles, il y a les trucs et ça. Donc nous, en fait, à Bluesoft, en fait, on est assez ritualisé sur ça, de plus en plus d'ailleurs, parce que c'est vraiment une volonté de ce que j'ai compris de tendre vers ça. Mais de façon générale, l'agilité en tant que concept presque philosophique de développement, c'est quand même super sympa, quoi. Donc et il faut juste l'accepter, c'est tout. C'est-à-dire que il faut accepter potentiellement on dev pendant une semaine. Et la semaine, le sprint après, on change, quoi. On casse tout et on change. Ça peut arriver, hein, mais il faut l'accepter. Ouais, c'est comme ça. Et ça évite de se retrouver 1 an et demi plus tard à quelque chose qui sert à rien à personne, comme on a déjà vu dans beaucoup de fois. On ne va pas dresser ici la longue liste de projets IT en échec, sur lesquels de nombreux salariés et agents du service public ont certainement de croustillantes anecdotes à raconter. Créer du code pour une grande entreprise est par nature un métier collectif. Loin de l'image d'Épinal du développeur isolé et solitaire, avantage majeur du groupe, l'entraide. C'est vraiment, j'ai aucun souci à pas savoir, apprendre, demander de l'aide, offrir de l'aide, ça j'ai vraiment aucun souci. Et c'est vraiment fondamental, quoi. Quel que soit l'âge, hein, parce que moi je demande de l'aide. Parfois je demande des choses à des gens qui sortent de l'école mais ils ont fait plus de techno spécifiques que moi. Et donc que ça soit des gamins de 25 ans qui sortent de l'école d'ingénieur ou des collègues qui ont le même âge que moi, mais qui ont fait vraiment qui sont experts en technologie ils font que ça depuis presque 20-25 ans. Si je trouve pas, je demande. Il n'y a pas vraiment aucun souci avec ça. Le seule chose, c'est que je fais attention, et ça c'est vraiment très important aujourd'hui. Il faut pas rester bloqué et être dans sa bulle. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ne pas savoir rester bloqué, chercher, c'est bien, parce qu'en fait, si on est bloqué et qu'on pose immédiatement la question, non, il y a quelque chose qui va pas. Savoir chercher, c'est vraiment aussi une compétence très importante. Savoir trouver, même, c'est important. Mais par contre, il faut pas passer. Il faut essayer d'analyser combien de temps potentiellement on peut passer sans savoir. Et si on voit que ça va vraiment partir en vrille, il faut vraiment pas hésiter à aller chercher de l'aide, à reporter toujours, à le dire à quelqu'un, à Sandrine, donc un directeur d'agence, ou à des devs ou à des chefs de projet, etc. Dire oula, ça me dépasse, ça va partir loin, j'ai pas trouvé, et demander de l'aide. Faut vraiment pas hésiter, hein, parce que sinon se retrouver 2-3 jours plus tard et tout le monde pense que tu as trouvé la solution. Et qu'en fait pas du tout, t'as même pas avancé, tu sais même pas quoi chercher, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc voilà, donc j'ai aucun souci avec ça et je le fais en permanence. Honnêtement, et je l'encourage chez tous les gens que je côtoie. Honnêtement, c'est crucial. On le voit de plus en plus avec les alternants qui nous rejoignent. On a une petite dernière qui nous a rejoint, qui arrête pas de poser des questions, c'est la folie. Mais c'est sympa. En fait, c'est vraiment sympa. C'est le côté sympa parce que tout de suite, ça fait discuter, ça fait parler. Donc c'est bien le dev, mais communiquer un peu en agence et tout. Surtout maintenant qu'on a un peu télétravail, un peu par-ci par-là, c'est quand même pas mal. Pas mal. Ça l'est d'autant plus que les générations se succèdent. Et avec elles, l'arrivée des jeunes actifs et foule d'alternants pour qui le conseil et le suivi sont à la base du succès et de leur recrutement. Et naturellement, j'ai des discussions et j'aide les alternants ou les nouveaux arrivants. Encore une fois, je cultive ce rôle de homme à tout faire, couteau suisse. J'essaie de le garder, de le conserver et de le faire mûrir. Et donc, je me rends très facilement disponible. J'essaie de me rendre très facilement disponible pour justement répondre à une question ou des choses comme ça, si je peux. Puis si je sais pas, je dis je sais pas, mais essaye de discuter avec un tel, Victor, Baptiste, machin, pour peut-être qu'ils vont me donner une réponse. Donc voilà, j'essaie de toujours garder une écoute potentielle, même si je suis pas tuteur officiellement. Parce que les alternants, en fait, ils sont pas monoprojets. Ils touchent un peu à tout, justement, parce que c'est ça qui est intéressant qu'en alternance, ça nous met le nez dans plusieurs technologies où on connaît pas trop, on sait pas ce qui se passe, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Surtout quand eux-mêmes vont aller chercher, justement, ces connaissances, etc. Et donc, en fait, il y a
À Rouen, en fait, sur le plateau, j'imagine que c'est à peu près pareil à Paris, tout le monde est assez disponible assez facilement, pourvu que ça soit pas des questions débiles ou déjà posées 40 fois. Mais en fait, tout le monde est assez disponible, que ça soit en fait le junior qui est déjà là depuis quelques temps et donc qui peut aimer justement, alors qu'il est junior, se dire « Ah, mais ça, j'ai déjà posé la question. » Et du coup, je peux peut-être filer un coup de main là-dessus. Ou les gens plus seniors, plus posés, du genre, mais oui, bien sûr, je vais te répondre à ta question, voilà. Et donc, en fait, c'est très organique comme système, où en fait, c'est... Alors, il y a un suivi, hein, bien sûr, il y a un suivi, encore une fois, administratif de l'alternant, mais au jour le jour, dans l'agence, c'est plus organique, c'est plus humain dans la réaction, où l'alternant n'est pas cantonné à poser des questions à son tuteur, et s'il est pas là, c'est la panique, il ose pas, quoi. C'est quand même vachement plus sympa quand il y a des gens qui, surtout les alternants, qui en fait sont... Alors je claque des doigts, mais c'est vrai que au micro ça fait bizarre. Sont au taquet, je dirais, qui sont intéressés et qui vont vraiment chercher l'info, à poser des questions. On sent qu'ils sont intéressés en fait. Et ça c'est vraiment important, je pense. Le but c'est qu'ils bossent avec nous au final. Hein. Nous les alternants, au final, un alternant en soi ça nous intéresse pas plus que ça. Le but c'est qu'ils soient un collaborateur sympa et compétent après. On ne fait pas une collection d'alternants parce que c'est des alternants. Hein. Donc moi j'ai connu ça, des collections de stagiaires dans les boîtes où c'est stagiaires à foison, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Le but c'est vraiment de trouver des gens avec qui bosser après, qui sont sympas et compétents. Donc on les encadre, on les accompagne, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Chaque développeur a une ou plusieurs technologies de prédilection et ce n'est un secret pour personne. Celle de Grégory repose sur des principes de simplicité et de performance. Guerre de clochers, évangéliste patenté, le peuple du monde du développement ne se lasse pas de débattre des attraits, des écueils et des philosophies des technologies qu'il exploite. Que pèsent les considérations pratiques face à cela ? Ma techno de prédilection en dev, c'est du Java. Qui évolue beaucoup en ce moment, donc c'est assez intéressant. Ils ont repris un certain dynamisme depuis quelques années. Et puis après, j'aime beaucoup Kotlin. C'est un nouveau langage, non, mais c'est un langage qui évolue à côté de Java de plus en plus. Donc, je suis aussi développeur Android natif, enfin Android. Du coup, Kotlin, c'est un langage que j'aime bien, très sympa à manier. Et du coup, je vais de plus en plus vers justement du Kotlin et donc du Spring Boot Kotlin, et du Ktor, qui est un framework Kotlin que j'aime particulièrement parce qu'il est assez simple et assez bas niveau, moins embarqué que des trucs du genre Spring, des choses comme ça. Donc ça c'est un peu mes technos favorites en back, c'est du back-end, hein, ça, comme je disais, c'était un peu mon truc. Côté front, je suis beaucoup quelque chose qui s'appelle Svelte, qui est un framework JavaScript qui me plaît beaucoup, justement par sa simplicité et sa rapidité d'exécution. Beaucoup de frameworks front sont très très lourds côté navigateur. En fait, ils utilisent la puissance des ordinateurs maintenant, à leur insu, non, mais c'est l'ordinateur de l'utilisateur qui travaille en fait. Et pour avoir vu tourner des sites internet sur le vieil ordi de ma grand-mère, parfois c'est un peu compliqué. Elle n'arrivait même pas à accéder à des pages pour sa banque ou des choses comme ça, quoi. Et donc Svelte en fait permet il y a vraiment une grosse performance et on revient à des bases de ce que c'est qu'une page HTML pour moi, qui s'est complexifiée avec les années. Donc voilà, c'est mes deux grosses technos. Sinon, je peux parler aussi plutôt, étant donné que je fais du Ops et l'infra, DevOps, etc. Beaucoup de Docker, containerisation. Là, c'est encore un sujet, quand on est dev ou qu'on va devenir dev, c'est pas possible aujourd'hui pour moi de pas connaître ces sujets-là. C'est crucial. Pouvoir se monter un environnement sous Docker, au moins comprendre comment ça fonctionne, c'est vraiment crucial. Surtout ceux qui sortent de l'école, et d'ailleurs je crois que c'est vraiment des sujets maintenant on peut plus sortir de l'école sans avoir discuté un peu avec les derniers alternants qu'on a eus. C'est vraiment un sujet maintenant d'actualité à l'école. Donc c'est vraiment important. On peut faire vraiment beaucoup de choses et accélérer beaucoup de choses et régler beaucoup de problèmes avec justement ce concept de containerisation qui est ISO sur un peu toutes les plateformes. Et puis le cloud de plus en plus, mais j'ai pas d'appétence particulière côté cloud, que ce soit Azure, etc. Donc voilà. Ce que fait le dev, ce qu'il préfère, c'est important, mais c'est pas lui qui paye, quoi.
Donc, ce qui est important, c'est le résultat final. Donc, pour moi, le résultat final, il y a plusieurs critères. Un, déjà, bon, l'architecture cible. Donc, si le client a déjà une architecture ou une volonté d'architecture, par exemple, il a des compétences en interne pour faire du .NET ou du Java, etc., il a envie de les garder et de les faire évoluer en parallèle des développements qu'on peut lui offrir, on peut se retrouver dans une situation où il dit, bah voilà, moi je veux que ça soit des développements en JS avec tel techno ou en Java avec tel techno parce que on veut maintenir les compétences en interne. Ça arrive et ça se respecte. Je veux dire, voilà. Ensuite, la deuxième considération, c'est aussi principalement du planning en fait. C'est la disponibilité chez nous des experts techniques qui en amont pourront préparer ces sujets-là. Des gens crédibles, c'est pas qui ont l'expérience, etc. Ça se trouve pas au coin de la rue, quoi. Et donc on en a à Bluesoft et en fait en fonction de leur disponibilité, ça peut orienter certains choix de socle technique. Donc typiquement, si on a quelqu'un qui va être disponible pour un socle technique qui est sur une période donnée quand le client et il a pas le client il s'en fiche, on peut avoir un socle qui est plus .NET, Blazor, des choses comme ça. Si on a d'autres experts techniques, on peut avoir un socle Java 17 machin, Spring Boot, etc. Pareil pour le front, on peut avoir des écoles Angular selon les disponibilités, des écoles plus React selon disponibilité, etc. Au final, sauf sur des sujets très très spécifiques, donc là on revient au déploiement de microservices qui sont très spécialisés dans ce qu'ils font, et ils ont besoin d'une puissance de feu soit en parallèle, soit en traitement, en puissance de traitement, où là ça peut déterminer le choix technologique. Sinon, c'est beaucoup des technos aujourd'hui, Java, .NET, même JS, sur beaucoup d'applications standards, on va dire, c'est pas très grave. Côté performance, etc., ça joue pas énormément en fait. Donc ça va être plus la disponibilité des compétences qui est important. Les mêmes observations s'appliquent à Android. Quand on cherche la performance pure, on va être obligé d'aller chercher dans du natif. Aujourd'hui, c'est pas possible autrement, sauf sur certains domaines, mais vraiment la performance, on est obligé. Mais si c'est juste un applicatif plus on va dire avec des workflows assez simples, juste des animations, mais pas trop compliquées, etc. L'hybride peut très bien fonctionner, ça permet d'utiliser les compétences. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment à Bluesoft. Donc, monter en puissance justement sur Flutter avec Native, c'est un peu l'idée du moment, parce que ça se défend de plus en plus. À Rouen, l'équipe a beaucoup grandi ces derniers temps, sans toutefois perdre de sa composante amicale, voire festive. La quarantaine de collaborateurs compte principalement des développeurs et développeuses dans ses rangs, toutes générations confondues. En fait, c'est très studieux. C'est-à-dire que vraiment, on travaille. Meryl, d'ailleurs, elle était impressionnée quand elle est arrivée parce que c'est très silencieux. Alors, entre 9h et 9h30, en fait, les gens arrivent et commencent à... Il y a les sortes de daily global agence à 9h. Et puis, au fur et à mesure jusqu'à 9h30, c'est les daily plus spécifiques projets. Donc, les gens qui sont plus sur des projets. Et en fait, à 9h30, il y a une petite pause, machin, café, discussion. Mais après, après, c'est vrai que c'est assez silencieux, en fait. Sauf les gens qui posent des questions, etc., comme je disais. Et en fait, Meryl, elle avait pas l'habitude, donc elle hésitait à faire du bruit, elle hésitait à faire glisser sa chaise ou avec ses talons ou je sais pas quoi. Et par contre, dès qu'il est midi et demi, etc., bah en fait, il y a une sorte d'organisation on va manger, on va faire ci, on va faire ça. Donc c'est un gros troupeau qui se déplace pour ceux qui ont envie, pour ceux qui n'ont pas envie, ils font autre chose. Et puis le midi, on fait partie de cartes, Switch ou autre chose. Et puis voilà. Et donc après-midi, bah c'est encore assez studieux et silence plus pseudo-silence studieux jusqu'à une certaine heure. Et puis après, on va boire des coups. Les gens qui ont envie de venir, ils viennent. Les gens qui n'ont pas envie de venir, ils viennent pas. Mais il y a pas c'est pas obligatoire, c'est pas voilà. On a des réunions d'agence un peu plus officielles pour les chiffres, etc. Hein, comme toutes les agences. Mais là, c'est vraiment c'est des collègues sympas avec qui on va boire un coup, on va faire un peu de sport, c'est vraiment plus organique. Et tout le monde n'est pas comme ça, hein. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas on n'est pas 40, voilà, à chaque fois qu'on sort, c'est l'invasion des terrasses, etc. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, si les gens ont envie, très facilement, en fait, ils peuvent se rejoindre. On a un dernier, Jérémy, qui nous a rejoint il y a quelques mois. Très facilement, il se faufile dans ce petit microcosme rouennais qui l'accueille sans aucun souci, quoi. Merci d'avoir écouté le podcast chronique de Talent Bleu du groupe Bluesoft. Le prochain épisode sera consacré à Guillaume, consultant et formateur.
abonnez-vous, restez à l'écoute. Adoptez le courant bleu et à très bientôt.